Alors, bonjour à tous. Donc, Alice Valette, je suis effectivement directrice commerciale Grand Sud d'M Capital. Je vous présente donc, je suis accompagnée aujourd'hui de Stéphane Ferrand, notre directeur général adjoint immobilier. J'espère que vous êtes frais et dispo en cette rentrée de septembre 2022, pleine d'attentes. Je vous remercie en tout cas pour votre présence. Donc, effectivement, ce matin, je vous demanderai donc de couper vos micros et, comme je vous l'indiquais en début de webinaire, c'est de poser vos questions dans l'espace Q&R. On y répondra en fin de webinaire ou directement dans le chat. Et donc, nous vous enverrons en suivant un mail avec donc le replay du webinaire pour ceux qui souhaitent le visionner ou ceux qui ne peuvent pas accéder en totalité donc, au rendez-vous de ce matin. Alors, en premier lieu, on va peut-être faire un petit rappel pour certains, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, M Capital, on est donc une société d'investissement qui a été créée donc, en 2002, donc il y a 20 ans. Historiquement, on est une ancienne filiale du groupe BPCE. On a racheté donc la société, donc les 4 associés, vous voyez, ont racheté la société en 2016. On est une entreprise indépendante aujourd'hui engagée et on investit dans des entreprises et des biens immobiliers. On a aujourd'hui 580 millions d'euros d'actifs sous gestion, 65 collaborateurs au niveau du groupe, avec 6 implantations sur Paris, Toulouse, Montpellier, Nice, Marseille et Bordeaux. Et effectivement, parmi les 65 personnes du groupe, on a 25 personnes qui composent le pôle immobilier M Capital Real Estate. Donc, M Capital Real Estate, notre pôle immobilier, est organisé autour de 3 métiers. On a un premier métier sur la partie financement, M Capital Partner, qui conçoit et qui gère des fonds. Donc, aujourd'hui, on a 2 fonds à la commercialisation que je vous présenterai en fin de webinaire. On a ensuite une plateforme que l'on a créée, une plateforme dédiée, une plateforme d'investissement qui s'appelle Builder, qui fait partie du groupe. Et donc, ça, c'est notre premier métier, la partie financement. Ensuite, on a un second métier, un métier, donc, notre pôle maîtrise d'ouvrage, où on va réaliser et co-réaliser nos propres opérations immobilières au travers donc de M Promotion Partners. Et ensuite, on a un troisième métier, un pôle commercialisation, où on va vendre de l'immobilier en direct, donc au travers d'une de nos filiales. Donc, effectivement, là, on vend de l'immobilier en direct et des lots en direct. Alors, aujourd'hui, on intervient, notre véritable atout, c'est qu'on intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'une opération immobilière, de la partie financement, maîtrise d'ouvrage, à la commercialisation. Et nous avons été élus à la 2e place dans la catégorie société de gestion d'actifs en immobilier et 3e place dans la catégorie plateforme immobilière. Alors, au niveau de notre équipe, effectivement, les personnes qui composent le pôle immobilier, alors l'idée, ce n'est pas de vous présenter tout le monde en détail, mais par contre, vous compreniez que les personnes qui composent le pôle immobilier viennent du monde de l'immobilier. Donc, on a une véritable expertise immobilière, puisque donc Stéphane Ferrand, on a la chance donc, de l'avoir au sein de notre équipe, notre directeur général adjoint au niveau du pôle immobilier. C'est une personne qui vient du monde immobilier, qui travaillait donc chez Acquéris Promotion, 4M, et qui a un véritable effectivement parcours sur l'immobilier. Et c'est, on va dire, la composition de notre équipe, voilà, c'est des personnes qui viennent du monde immobilier, qui travaillent chez Bouygues Construction, chez Vinci, chez Eiffage. Et vous allez voir effectivement au niveau de nos audits et de l'audit que l'on réalise pour chaque projet, c'est un véritable atout effectivement pour nous. Je laisserai Stéphane effectivement après nous expliquer un petit peu justement l'atout et en tout cas l'avantage que l'on a de les avoir effectivement, notamment au niveau de l'audit qui est réalisé pour chaque projet. Au niveau donc de notre track record, depuis 2016, on a financé 122 opérations pour un rendement annuel moyen cible de 10,9%. On a investi un peu plus de 102 millions d'euros et on a aujourd'hui financé 2700 logements. Alors, on a remboursé aujourd'hui 25 opérations avec succès, c'est-à-dire dans la durée et le rendement qui avait été initialement protocolé avec les opérateurs, pour un rendement annuel moyen net des frais sur ces sorties de 9,4%. Et on va financer effectivement des projets, des opérateurs qui se trouvent partout en France, sur tout le territoire national, sachant que notre cœur de métier, c'est de financer de l'immobilier résidentiel, du logement uniquement. Alors évidemment, à la marge, on va financer des opérations, on peut financer des opérations bureaux de commerce, mais on est vraiment sur du focus immobilier résidentiel et on va effectivement avoir une diversification d'un point de vue national, même si historiquement, évidemment, à l'origine, on a démarré avec des promoteurs de la région toulousaine, mais aujourd'hui, on s'étend vraiment sur toute la France et on a une diversification également au niveau des opérateurs.
Alors, on va essayer de travailler avec des opérateurs qui ont des opérateurs de taille intermédiaire avec des ventes annuelles entre 250 et 2500 logements annuels. On a quelques signatures comme Edelis, Ideal Group ou le groupe Carrère, mais après, voilà, on va essayer de travailler avec des opérateurs plutôt de taille intermédiaire. Évidemment, on ne va pas financer des nationaux tels que Vinci ou j'ai dit d'autres qui n'ont pas forcément besoin de nous, mais en tout cas, voilà, on est sur des opérateurs de taille intermédiaire. Je vais laisser la main à Stéphane sur le marché de l'immobilier résidentiel, puisqu'aujourd'hui, l'idée, c'est effectivement, on a la chance d'avoir Stéphane Ferrand, effectivement, pour pouvoir nous apporter son point de vue et son œil. Donc, effectivement, aujourd'hui, Stéphane, comment se comporte le marché de l'immobilier résidentiel en ce moment? Et je te laisse la main. Alors, juste par rapport à l'actualité récente, c'est qu'à la rentrée du mois de septembre, régulièrement en immobilier, il y a la Fondation Abbé Pierre qui prend la parole pour préparer l'arrivée de l'hiver. Et les constats sont en fait malheureusement les mêmes. Il y a environ 1 million de logements, de manque de logements en France, pour environ 1 million de logements. Pour rappel, donc ça constituerait pour la promotion immobilière 500 000 mises en chantier annuelles pendant 10 ans pour résorber ce retard. Retard qu'on n'arrive absolument pas à résorber d'une façon générale, même si parfois il y a des bonnes années, mais on n'arrive pas en tout cas à produire autant en France. Et donc le renouvellement urbain, l'obsolescence des bâtiments, la hausse des familles monoparentales, la démographie, tout ça fait que ce besoin n'est jamais rempli, et donc il y a un déficit structurel et chronique de logement en France. Et alors bon, ce qui drive principalement la construction de logements neufs en France, c'est l'immobilier résidentiel neuf. Et donc ça pose donc systématiquement la question des autorisations administratives. Donc on va faire juste un petit focus sur le diagramme des autorisations administratives admises pour regarder ce que donne la tendance sur les 10 dernières années. Donc, en gros, ces 500 000 autorisations administratives, elles n'ont jamais en fait été obtenues. Donc, évidemment, on risque pas d'arriver à les mettre en chantier derrière. Les courbes sur l'année 2021 étaient à la lecture de l'ensemble de la documentation qui a pu sortir en début d'année 2022, assez dithyrambique sur la quantité de permis de construire à 471 000, voilà. Bon, la réalité de tout ça, c'est que c'est bien parce que c'est en reprise par rapport à ces dernières années où ça n'arrêtait pas de baisser. Mais si on regarde un peu plus précisément le pourquoi du comment de cette courbe, en fait, on retrouve des éléments qui concernent notamment les évolutions sur les réglementations thermiques. Donc en 2012, on était à un pic assez élevé parce qu'au 1er janvier 2013 arrivait la réglementation thermique 2012 qui généralisait le DBC. Après, il y a eu tout un tas de problématiques donc sur le sport national qui est devenu classique, des recours. Il y a eu là aussi la suppression de la zone B2 qui a fait que un certain nombre d'opérateurs ont arrêté de construire. Et donc, dans cette tendance générale qui cumule là à l'écran tous les permis de construire, y compris les particuliers, la promotion immobilière, évidemment, n'est pas sur ces niveaux-là, puisque en gros, l'année de référence est l'année 2017 qui atteignait autour de 200 000 lots de promotion immobilière obtenus en permis de construire. Et donc là, cette année, si on regarde dans le détail les chiffres à fin 2021, en fait, on est en recul par rapport à cette année de référence et on est plutôt autour de 170 000 logements obtenus en permis de construire. Ce qui est un chiffre assez élevé malgré tout pour la promotion neuve en résidentiel.
et qui s'explique principalement par la mise en place de la RE 2020 à partir du 1er janvier 2022, qui du coup amenait tout un tas d'éléments constructifs assez contraignants pour les opérateurs, et donc beaucoup d'opérateurs ont décidé de déposer des permis de construire pas forcément totalement prêts ou terminés sur la fin de l'année 2021. Et donc, il y a eu beaucoup d'autorisations sur la fin de l'année et sur le premier trimestre 2022. Les mises en chantier également sont pas du tout à la hauteur de ces chiffres-là, hein, puisqu'on est quasiment sur 380 000 mises en chantier sur l'année 2021, donc avec des niveaux beaucoup plus faibles. Et je vais y revenir sur notamment l'activité du neuf pour expliquer ce décalage. Alors évidemment, qui dit moins de permis de construire dit moins de mise en commercialisation et moins de ventes. Donc là, à l'écran, vous avez les extractions de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, hein, qui, sur les dernières années, en fait, de 2016 à 2019, avait un normatif de vente brute autour de 130 000 ventes. Évidemment, ça s'est effondré en 2020 avec les problématiques du Covid. Et on est en reprise en 2021 avec quand même un niveau inférieur à 2019, puisqu'on est en recul de l'ordre de une dizaine de pourcents par rapport à l'année de référence 2019. Ce diagramme aussi, il a le mérite de voir un petit peu des tendances de marché sur la probable hausse des taux d'intérêt qui était pressentie. Et donc, on voit que depuis 2017, les investisseurs sont un peu moins présents. Alors, les investisseurs qui achètent des dispositifs fiscaux de logement, hein, pas qui investissent dans le logement, ont un peu délaissé cette orientation. Bon, pour tout un tas de raisons, mais voilà, on était sur 47% de ventes à des investisseurs en 2021, et on va voir que la tendance à la baisse se poursuit pour d'autres raisons en ce début d'année 2022. La conjoncture donc sur les ventes nettes, qui est la slide suivante, fait un petit focus justement sur l'année donc 2020-2021 et embarque donc les tendances du premier trimestre 2022. Donc, si vous regardez par rapport à la slide d'avant, il y a quelques écarts. Il y a des écarts évidemment sur les chiffres, puisque là, en fait, les ventes au détail, non seulement on passe du brut au net, donc elles tiennent compte des désistements, mais également elles sont complétées de l'activité qu'on retrouve classiquement chez les promoteurs immobiliers, c'est-à-dire des ventes en bloc, la plupart réalisées auprès de bailleurs sociaux, et également des ventes en bloc dans le cadre de résidences gérées qui viennent donc compléter cette production. Ce qu'on constate sur les tendances en fait les plus récentes du premier trimestre 2022, c'est que donc les ventes au détail continuent en fait de baisser. Donc ça m'a été confirmé effectivement par deux grands réseaux de commercialisation français. La première année, le premier trimestre a été relativement mou. Ça s'est un peu repris sur le deuxième trimestre. Mais en fait, ce qui se vend beaucoup, c'est les produits qui sont déjà en cours de chantier, puisqu'en fait, il y a un déficit de mise en commercialisation de près de 30%, ce qui est quand même assez énorme sur les mises en vente des nouveaux projets du côté des opérateurs. Alors ça s'explique d'une fait donc de la baisse des autorisations administratives, mais aussi parce que sur la période, il s'est passé malheureusement beaucoup de choses en matière de choc, on va dire, post-Covid sur la reprise, hein, qui était bien partie pour relancer les rythmes de production, mais qui a fait face à tout un tas de problèmes de mise à disposition des matières premières ou des matériaux, et qui ont conduit en fait
la plupart des fournisseurs français à réorganiser leur chaîne de distribution ou d'alimentation de l'ensemble de ces matières et donc qui ont conduit derrière à une pénurie de produits auprès des entreprises et donc des délais et des hausses de prix assez significatives qui ont nécessité de la part des opérateurs un travail de réingénierie sur des permis de construire qui éventuellement avaient été obtenus, pour lesquels des mises en commercialisation avaient été éventuellement déjà faites. Et du fait de l'écrasement des marges, il y a eu tout un travail donc qui prend du temps et qui retarde finalement le démarrage réel des opérations, de façon à limiter les impacts de cette hausse de prix, donc des appels d'offres qui durent plus longtemps pour essayer de contenir ces évolutions, et donc des décalages dans finalement la mise en vente réellement des opérations et l'acquisition des actifs. Ce phénomène, il s'inscrivait déjà dans une évolution sur une hausse des prix de revient conception post-Covid, qui avait fait le jour de nombreux travaux en matière de surface pour recréer des surfaces au sein des différents logements, de façon à avoir plus de flexibilité pour le télétravail, et également tout le volet écologique lié aux dernières législatives qui avait donc verdi la plupart des programmes immobiliers, quand bien même ils étaient déjà obtenus en permis de construire. Donc ça, c'est le premier phénomène qui explique ce décrochage sur la première, sur le début de l'année et sur le premier trimestre, tout du moins. Et sur le deuxième trimestre, donc, bon, on a, même si effectivement certains réseaux ont réussi à vendre, on a quand même une baisse significative des mises en commercialisation sur les nouveaux projets. Et donc ça s'explique par l'effet de la crise en Ukraine, qui a donc nécessité de nouveau des réorganisations de schémas d'approvisionnement pour un certain nombre de produits qui venaient de ce segment-là de l'industrie. Alors, avec des effets moins percutants quand même que les ressources alimentaires produites par l'Ukraine, mais il y a quand même un certain nombre de fournisseurs, notamment de tôle, aluminium et d'acier sur l'Ukraine. Et bon, voilà, on retrouve ces produits-là dans quand même beaucoup de monde, beaucoup de produits manufacturés du bâtiment. Et surtout, en fait, la conséquence donc de l'augmentation des prix de l'énergie qui donc a un impact direct sur l'ensemble de la filière de fabrication des produits qui ont besoin de haute température. Donc, je citerai le ciment, par exemple, ou la production de tout ce qui est à base de terre cuite, et également toutes les céramiques qui également sont concernés, en plus de l'acier, sur ce sujet-là. Le bois, pour la petite histoire, avait quand même effectivement eu un impact, mais aujourd'hui, il est moins prégnant, en tout cas dans les évolutions à la hausse des prix. Donc, toujours est-il que voilà, on constate aussi une baisse aussi des ventes en bloc auprès des bailleurs sociaux et également un travail de réingénierie sur les produits de résidence-service. Donc tout ça fait que globalement, on a quand même un recul assez important sur le premier trimestre qui vraisemblablement va conduire à une baisse des ventes confirmée sur l'année 2022 au niveau du produit résidentiel neuf. Alors en soi, ce produit résidentiel neuf, c'était pas non plus dramatique de notre point de vue, puisqu'en fait, il y a aujourd'hui un effet de relais, ou en tout cas de transfert des activités immobilières qui est lancé, on va dire, depuis à peu près 2 ans, et qu'on constate d'ailleurs au niveau de l'ensemble des plateformes de financement alternatifs, et nous aussi dans notre portefeuille, vers une orientation vers des produits autres que les logements neufs. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les logements neufs, même s'il y en a moins aujourd'hui sur le marché, c'est pas pour ça qu'on s'interdit de faire des programmes de logements neufs.
Bien au contraire, parce qu'en fait, les opérateurs ont pu intégrer l'ensemble de ces hausses de prix. Donc, ils ont quand même relativement bien sécurisé les nouvelles affaires. Et donc, les nouveaux dossiers qui arrivent là à l'étude chez nous en produits neufs pour la fin de l'année ou qui verront le jour en 2023 sont finalement bien recalibrés aujourd'hui avec des hausses de prix significatives et également des aléas. Mais on aura l'occasion peut-être d'en revenir un peu plus loin dans les perspectives 2023. On vous explique comment on a fait évoluer un certain nombre de processus internes chez nous pour renforcer l'analyse des dossiers ou l'analyse des partenaires avec lesquels on travaille. Justement, donc, effectivement, Stéphane, on continue sur notre deuxième question. Excusez-nous, alors je m'excuse juste parce que je reprends la main. Pour tout à l'heure, le son, effectivement, on avait les deux en même temps, donc a priori, ça a été gênant pour vous, donc on s'excuse. Et donc, deuxième question, Stéphane, quel impact du coup l'inflation peut-il avoir du coup sur notre activité? Alors, l'impact l'impact de l'inflation, effectivement, il existe et on doit faire avec aujourd'hui et l'ensemble des acteurs de la chaîne de production doivent faire avec. Dans un marché où, malgré tout, l'ancien reste assez dynamique, avec évidemment des hausses de prix qui ont été constatées comme sur le neuf, hein, mais qui reste encore absorbé par le marché, et un volume de transactions du côté des institutionnels qui est quand même assez élevé. Alors, donc l'inflation, elle est là, mais en fait, aujourd'hui, tout le monde essaye de l'intégrer dans son activité. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix que de faire de cette façon-là. D'abord, un petit constat sur les chiffres de l'inflation. Vous avez à l'écran les extractions des sources Europe sur les évolutions de l'inflation, donc qui est donc un mix sur l'évolution des coûts de l'énergie, mais aussi des aliments et des biens industriels. Bon, on voit qu'effectivement, dans cet indicateur-là, le poids de la part énergétique est quand même très significative, hein, puisqu'elle est 4 fois plus élevé que les produits alimentaires, principalement sur les produits transformés. Donc c'est quand même assez significatif et c'est pour ça que l'inflation augmente de façon si élevée. Elle est aujourd'hui à 9,1 sur la zone euro. Mais quand on regarde dans le détail, effectivement, l'ensemble des produits des pays européens, on peut se consoler en se disant que finalement, on est le meilleur élève de tout ça, parce qu'on n'est que à 6,5%. Donc, la hausse a quand même été très fortement jugulée. Alors, effectivement, par tout un tas de mesures gouvernementales qui ont été mises en œuvre et qu'il faudra effectivement payer à un moment donné, mais dans un premier temps, elles ont en tout cas joué très clairement leur, leur atout d'atténuateur de cette envolée sur sur l'inflation qui impacte donc un certain nombre de sujets derrière. Alors, le premier sujet d'impact de l'inflation, c'est la hausse des taux d'intérêt. Alors, dans la promotion immobilière, que ce soit marchand de biens ou promotion neuve, l'Euribor 3 mois est un élément significatif puisqu'en fait tous les financements en fait d'opérateurs sont sur des taux variables, hein, que ce soit des taux promoteurs ou des taux marchands, sont sur des taux variables calés sur l'Euribor. Donc l'Euribor, qu'est-ce qu'on constate depuis 6 mois quand même, c'est que globalement, il est passé de moins 0,6 à plus 0,7 au mois de septembre. Donc mécaniquement, c'est-à-dire que tous les taux professionnels ont augmenté de 1,3%.
Alors cette hausse, elle était difficilement prévisible, on va dire jusqu'à la fin du premier trimestre. C'est sûr que l'activité de guerre en Ukraine fait que mécaniquement on a donc cette évolution des taux qui est assez importante et qui est intégrée autant que faire se peut maintenant dans l'ensemble des bilans opérateurs. Et on est extrêmement vigilant sur les taux qui sont pratiqués par les banques au niveau des offres bancaires quand on fait l'analyse des dossiers, puisque voilà, il convient aujourd'hui de constater que c'est environ des taux. Alors les taux des banques eux-mêmes ont augmenté, hein, ils ont augmenté de 0,5 points à peu près sur le premier semestre et probablement ils vont continuer à prendre 0,5 points sur le deuxième semestre. Les taux de financement bancaire étaient en général frais d'engagement et de commission autour de Euribor plus 2,5. Bon, donc maintenant, on est régulièrement à Euribor plus 3 et on va finir certainement l'année Euribor plus 3,5. Donc, avec des taux d'Euribor à 1,3, on est maintenant sur des financements qui dépassent les 4% au niveau des financements bancaires des opérations. Donc, c'est assez significatif puisqu'en fait, ça double quasiment les frais bancaires des banques. Et donc, il faut absolument qu'on soit vigilant sur ce qui est provisionné par les opérateurs dans les bilans financiers. Et également qu'on soit assez volontariste sur les niveaux de précommercialisation que les opérateurs doivent atteindre de façon à tirer finalement le moins possible sur les lignes de financement qu'ils vont mettre en place. Alors, ça, le corollaire de cette hausse des taux, c'est aussi qu'un certain nombre d'opérateurs, du coup, font appel de plus en plus à des financements alternatifs pour réaliser les fonds propres. Et donc, cette hausse des taux, malgré tout, elle est plutôt favorable à notre activité puisque la plupart des opérateurs vont essayer de conserver leurs fonds propres pour absorber l'évolution de leur BFR. Et comme des modes alternatifs existent pour les apports qu'on peut éventuellement proposer, on a probablement des demandes qui vont être en augmentation. D'ailleurs, le marché, de façon générale, du financement alternatif est en hausse. Et on s'attend effectivement à être de nouveau assez sollicité sur l'année 2023, avec également aussi un bon nombre d'opérations qui arriveront peut-être sans financement bancaire. Alors là, les promoteurs sont toujours assez imaginatifs pour nous donner tout un tas de bonnes raisons, des problématiques qu'ils n'ont pas le temps de mettre en place les délais de banque, ils n'ont pas le temps leurs encours sont déjà trop élevés. Enfin bon, voilà, tout un tas de bonnes raisons. Bon, en tout cas, qu'ils nous affichent. Donc, nous, on pense ces données-là, on écoute ce qu'ils nous disent, mais après, on se fait notre propre conviction des sujets et on va ou pas décider d'accompagner les collaborateurs comme on le fait déjà aujourd'hui avec un certain nombre de stress tests et autres que nous réalisons dans le cadre de nos analyses de dossiers. Les hausses de prix, évidemment, et la hausse des taux d'intérêt, alors y compris pour les particuliers, hein, est un problème. On va peut-être, du coup, sur la vision sur les prochains mois. Donc, la vision sur les prochains mois, parce que je vois que tu enchaînes. Oui, alors la vision sur les prochains mois, on peut évidemment en parler. Je voulais juste faire une parenthèse sur les taux d'intérêt des acquéreurs. Les taux d'intérêt augmentent aussi pour les particuliers qui achètent évidemment les actifs et les logements. Alors, il y a eu du coup effectivement des impacts quand même sur les primo-accédants. Donc les gros programmes qui pouvaient embarquer dans les AC et autres, pas mal de primo-accédants ont évolué avec des orientations plutôt vers du logement intermédiaire.
Donc, le logement intermédiaire, c'est une façon de ne pas faire du logement social, mais de faire du logement à prix accessible, puisque les taux de TVA sont réduits. Et également, chez certains investisseurs, un problème sur le taux d'usure. Parce qu'en fait, les taux évoluent tellement vite qu'aujourd'hui, un certain nombre de particuliers peuvent ne pas être financés, non pas à cause des règles d'endettement des 30%, mais plutôt liés en fait au taux d'usure qui fait que la ligne d'amortissement serait à plus de 20 ans. Et ça, aujourd'hui, les banques s'y refusent et donc les financements ne sont pas mis en place. Et d'ailleurs, sur ce phénomène-là a augmenté de façon assez significative les désistements des ventes sur le premier semestre. Meilleur taux annonçait 40% de taux de désistement sur le premier semestre. Donc, ce qui conduit non pas à ne pas faire les ventes, mais en tout cas à rallonger le délai des ventes, puisqu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de problème réellement de substitution des acquéreurs, même s'il y en a moins sur le marché. Il faut simplement arriver à trouver le bon qui va avoir son financement d'entrée. Et donc ça, voilà, au niveau de la commercialisation, par exemple chez nous, chez Good Property, maintenant, on a systématiquement renforcé en amont le fait d'obtenir des offres de banque de façon à ce que les ventes ne soient pas exposées à des désistements trop importants. Voilà. Alors, si on, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, très bien. Sur l'inflation, mais très bien. En tout cas, bon voilà, cette inflation, elle existe. Alors du coup, quelle vision pour les prochains mois du coup suite à... Voilà. Alors cette vision existe. Oui, alors cette inflation existe et on va pas se voiler la face pour ne pas en tenir compte. Donc, plus que jamais, sur les mois qui viennent, notre orientation va être d'être capable de proposer des rendements élevés à nos investisseurs par rapport à l'ensemble des opérations qu'on va sourcer et qu'on va donc mettre à la collecte ou investir avec nos fonds. Donc ça, évidemment, ça passe par un arbitrage un peu plus poussé auprès de l'ensemble de nos partenaires. Le marché, donc, comme je le disais, est en hausse et on va, enfin, en tout cas, on est sur des rythmes de progression où on devrait avoir entre 75 et 100 millions l'année prochaine de financement. Là, ce qu'on veut, c'est continuer à prendre des parts de marché, à être et à vous proposer en fait des produits sécurisés. Donc, on n'a pas envie de prendre du financement pour du financement, et donc on a décidé de renforcer un certain nombre de critères, notamment dans la sélection des opérateurs, qui maintenant font l'objet d'une analyse encore plus poussée que ce qu'on faisait avant. Alors évidemment, il y a toujours les analyses financières sur les données financières à proprement parler des liasses fiscales déposées par les opérateurs, mais on va davantage dans le détail en fait sur les procédures d'audit, notamment en matière de capacité à absorber les remboursements des PGE qu'il va falloir continuer à faire, l'allongement global des opérations, donc en fait une augmentation finalement de la masse des BFR, puisque les dossiers qui avant se débouclaient, on va dire, en 4 ans, entre le moment où vous signez votre première promesse de vente et le moment où vous livriez le dossier, avec à peu près 2 ans de phase amont et 2 ans de phase réalisation. Donc, dans les schémas de fonctionnement immobilier, hein, tout ça, c'est payé par les honoraires de gestion des opérateurs qui sont adossés au chiffre d'affaires de l'opération. Donc, quand cette masse-là, elle est autour de 5% classiquement chez les opérateurs, entre 5 et 6.
Et ils vivent là-dessus et ils payent les études pendant les 2 années de développement avec les opérations qui tournent de façon à pouvoir fonctionner. Donc évidemment, ça, maintenant, on est davantage vigilant à ce traitement-là, parce qu'en fait, les délais ont tendance à s'allonger. Donc maintenant, assez régulièrement, en phase amont, on est plutôt à 3 ans d'études. La phase travaux a, elle, pas trop bougé à partir du moment où les appels d'offres sont maîtrisés. Mais dans une période comme on l'a vécu ces derniers mois, effectivement, on a facilement pris 6 mois sur un bon nombre d'opérations, ce qui d'ailleurs explique pourquoi pas mal de plateformes ont des financements en retard, nous y compris. Alors après, il n'y a pas de quoi nécessairement s'alarmer. Il faut simplement savoir ce qu'il y a réellement derrière en termes d'opération et de savoir comment l'opération se déroule réellement. Donc, on a renforcé donc des procédures d'audit sur les opérateurs eux-mêmes et donc également dans les dossiers comité, maintenant systématiquement, on a des volets sur le patrimoine en fait des dirigeants eux-mêmes, donc de façon à pouvoir à chaque fois qu'on le peut et peut-être davantage qu'avant, aller chercher plus de garanties que des garanties à première demande. Et donc, parfois, aller chercher aussi des cautions personnelles. Systématiquement, quand on est en marchand de biens et qu'il n'y a pas de banque, avoir les hypothèques. Voilà. Donc, un certain nombre d'éléments sur lesquels on est voilà, en renforcement de nos process vis-à-vis des opérateurs. Idem au niveau des affaires, puisque avec ces hausses de prix et donc de taux d'intérêt, du coup, ces quotes-parts sont importantes maintenant dans les opérations. Donc, on veille à ce que ces paramètres-là aient été pris en compte et que, bien évidemment, toujours les chiffres d'affaires soient en adéquation avec le marché. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi on s'assure que des niveaux de pré-commercialisation soient engagés à des niveaux peut-être un peu plus élevés qu'avant, de façon à s'assurer que le produit s'écoule à des prix de marché certes en hausse, mais que les produits s'écoulent. D'ailleurs, c'est sur le marché, c'est ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais c'est ce qu'on constate en fait sur le marché, même sur le marché du neuf, même s'il y a moins de produits à la vente. Aujourd'hui, le stock de produits à la vente est très bas. Il est à 7,7 mois d'écoulement pour toute la production française, ce qui est très faible, puisque historiquement, on estime que pour que le marché soit équilibré, il faut être à 12 mois de façon à limiter justement les impacts inflationnistes de la hausse des prix de vente. Donc, je le disais, sélection sur les opérateurs. Et alors, sélection sur les affaires, en dehors des contrôles, donc on réalise maintenant davantage sur certains items au niveau des bilans des opérations, sur les stress tests. On s'oriente aussi peut-être vers donc des opérations. Alors, la tendance historique, un peu moins de logements neufs, puisque en fait, vous l'avez compris, l'activité du logement neuf, de la promotion neuve est quand même un peu en berne. Donc davantage de produits en marchand de biens, puisque le marché s'est organisé sur les 2 dernières années vers ce segment-là. Donc ça, on va continuer de le faire. Alors on va rester vigilant sur éventuellement qui sont derrière les acheteurs ou les vendeurs de certains actifs, parce qu'il y a des banquiers aujourd'hui qui font attention à ne pas refinancer des actifs de gens de nationalité russe, par exemple. Donc ça, on a été clairement confronté à ce cas-là sur la zone de la zone PACA, où il peut y avoir pas mal d'acteurs de marchands de biens sur des grosses maisons. Donc, on est vigilant également, voilà, à intégrer ces paramètres-là. Et donc, on cherche des produits alternatifs, alors sur lesquels on a déjà commencé à travailler l'année dernière, hein, notamment donc le co-living, qui est une tendance de fond du marché, qui se développe
Alors, entendons-nous bien, en matière de co-living, nous, on est sur des co-living de petite taille. On n'est pas du tout sur des co-living de grands ensembles, type résidence étudiante, campus universitaire. On est vraiment plutôt sur de la villa qui permet de reconstruire un peu la ville sur elle-même en redynamisant certains secteurs avec des gros pavillons qui étaient plus ou moins abandonnés ou mal entretenus. Et donc, les villes sont assez favorables à ce type d'activité. On a fait pas mal d'opérations de co-living en première couronne Île-de-France. On a la vocation de diversifier nos partenaires et donc on est en train de nouer des nouveaux partenariats avec un certain nombre d'acteurs reconnus du marché de façon à pouvoir se positionner sur plus largement en tout cas sur ce segment en allant plus au large sur l'Île-de-France. Alors, tout en restant systématiquement près des axes de distribution des transports en commun, et également dans les cœurs de ville des grandes agglomérations françaises. D'ailleurs, on travaille à un produit de 4e segment d'activité au sein d'M Capital pour lancer un pôle asset management qui gérerait éventuellement des fonds dédiés au co-living, mais ça, je laisserai éventuellement Annelise vous en parler ultérieurement. Et puis donc en produit alternatif, je citerai juste quelques éléments parce qu'on ne veut pas se fermer non plus à ne faire que du résidentiel. Donc quelques morceaux bien choisis d'immobilier de bureaux avec des ventes en bloc qui sont sécurisées aussi au niveau des coûts techniques, quelques immobiliers commerciaux prime qui en fait n'ont jamais vraiment de problématique de recommercialisation post-travaux. Et quelques éléments, on va dire, innovants, comme par exemple la transformation de parkings souterrains à Paris, qui d'ailleurs ont fait l'objet d'un recensement par la ville de Paris qui souhaiterait voilà, repositionner un certain nombre d'actifs en sous-sol qui leur plaisent pas trop et les transformer en fait en activité logistique du dernier kilomètre. Et donc ça, on a trouvé un opérateur parisien qui fait cette activité-là et donc on va regarder ce que ça donne dans la durée pour éventuellement se positionner sur ce type de nouveaux produits. Voilà, alors 2023 d'une façon plus large après, donc c'est aussi un suivi renforcé des affaires qui sont en cours de façon à ce que on s'assure que les opérations aillent au bout en fonction des réclamations diverses et variées qui peuvent avoir été demandées par les entreprises. Alors qui peut passer par des altérations de marge. Bon après jusque-là, on est toujours resté dans les critères d'engagement de nos stress tests. Donc, pas d'affectation des rendements. Ça, c'est une première chose. Un renforcement donc sur la santé des entreprises de façon aussi plus régulière, même si on refait pas de nouveaux dossiers avec eux, on leur demande maintenant plus régulièrement des actualisations de leurs données financières en cours. Voilà, pour essayer d'appréhender mieux la relation. Et également voilà poursuivre le développement de projets sourcés par nous directement qui nous permet d'avoir évidemment des exclusivités sur ces produits-là et qu'ensuite on réalise en copromotion. Et donc là, on a quelques sujets pour l'année 2023 qui sont à l'étude et qui peuvent être assez novateurs dans la mixité des produits. Voilà. Donc, une perspective 2023, finalement, qui n'est pas négative, même si le marché de l'immobilier neuf est plutôt en berne, puisqu'il s'inscrit quand même dans une hausse d'activité globale. Donc, il n'y a pas de raison que nous, on n'arrive pas à poursuivre notre croissance et notre développement et à vous proposer des produits à bon rendement. Par contre, une vigilance accrue, sur les phases d'engagement et d'analyse en amont et sur les phases de suivi des opérations en cours.
Super, merci Stéphane. Alors, on a évidemment quelques questions. On y reviendra à la fin du webinaire. Je vais juste. On va y aller. Excusez-nous. Merci encore d'être là. Donc, je vais de le faire en synthèse, de façon synthétique. Donc, on a un fonds, le FCPR Select Promotion 4. Donc, le fonds, l'idée du fonds, c'est effectivement d'investir et de détenir un portefeuille de promotion immobilière et de marchand de biens. On va aller chercher un rendement de 7% par année de tout frais sur une durée de 4 ans, maximum 5 ans. L'idée, c'est d'avoir 2 cycles successifs. Donc, c'est un fonds, effectivement, on va être vraiment diversifié d'un point de vue géographique, d'un point de vue des opérateurs, accessible à partir de 5 000 euros pour départ A et 100 000 euros pour départ B. La différence entre les deux, c'est que vous avez des frais de gestion plus faibles. C'est un fonds qui est éligible au PEA-PME, contrat d'assurance vie luxembourgeois, au compte titre, bien directement nominatif pur. Et c'est un fonds surtout qui est majoritairement en obligation. C'est un fonds qui est obligatoire. Par contre, on n'a pas de distribution, on n'a pas de coupon annuel. On est vraiment sur un remboursement in fine, c'est-à-dire que votre client qui investit aujourd'hui va percevoir donc ces 7% de rendement par an entre la 4e et la 5e année, soit à partir du moment que à partir du second cycle, dès que les remboursements donc, des SAS, donc des projets sont faits dans le fonds, on rembourse les clients. Voilà, donc ça c'est pour notre fonds plutôt phare, on va dire on est sur notre 4e millésime donc de la gamme Select Promotion, qui est ouvert à la commercialisation jusqu'au mois de mai 2023. Donc après, effectivement, nous avons une souscription qui est possible en ligne de façon dématérialisée. On a évidemment un historique et une antériorité sur les trois premiers millésimes, et ça va dans le sens de ce qu'expliquait Stéphane Ferrand, puisqu'effectivement, on le voit depuis le FCPR Select Promotion, on voit effectivement une proportion d'opérations de marchand de biens qui est un peu plus prépondérante par rapport à les opérations de promotion immobilière. C'est aussi un petit peu le sens de l'histoire. Voilà. Donc, le premier FCPR, on va commencer à pouvoir faire des remboursements à la fin de l'année. Donc, on est bien en phase avec les objectifs que l'on s'était fixés au départ, du coup, à aujourd'hui. Et voilà, donc on est en phase de premier cycle pour le FCPR Select Promotion 3. Et là, donc, on lance le FCPR Select Promotion 4. Donc, je vous l'ai dit, phase de collecte jusqu'au mois de mai 2023. Pour une période donc, de 4 ans, maximum 5 ans. Ça, c'est pour notre premier fonds, qui est accessible pour les personnes physiques et les personnes morales. Ensuite, on a un second fonds, le FPCI Mot Emploi 2. Donc là, c'est un fonds dédié spécifique, puisque c'est un fonds et qui est éligible à l'article 150 BTR. Ça ne va peut-être pas correspondre, ou en tout cas intéresser tout le monde, mais c'est un fonds qui répond aux problématiques des plus-values, du réemploi, justement, des plus-values de cession. On a créé ce fonds pour répondre à cette problématique-là. Ce fonds-là a une période de commercialisation qui arrive à échéance puisqu'il se clôture le 31 octobre 2022, donc là, d'ici un mois et demi. La stratégie d'investissement est identique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a effectivement, on investit aussi sur un portefeuille d'opérations de promotion immobilière et de marchand de biens, sauf qu'ici, pour que le fonds soit éligible, il y a certaines contraintes ou conditions, puisqu'il faut ici, c'est un fonds qui est majoritairement en action, puisqu'il faut au moins 75% d'actions. Et c'est un fonds qui a une durée de vie de 6 ans, maximum 7 ans. Donc, on est sur une durée de vie d'un petit peu plus longue. Donc, ici, on fait 3 cycles successifs. Quand sur le FCPR, on a 2 cycles successifs. Et on a un ticket minimum ici qui est de 100 000 euros et éligible donc, pour les personnes, pour les problématiques de réemploi et donc éligible pour les personnes morales. On va également chercher un objectif de 7% par an qui sera également versé in fine entre la 6e et la 7e année. Donc là, voilà, c'est plutôt le moment, ou en tout cas l'opportunité d'investir, en tout cas de faire investir vos clients maintenant, c'est qu'on est dans le dernier mois et demi de collecte au niveau de ce fonds. On va en lancer effectivement un FPCI Mot Emploi 3 l'année prochaine, au mois de mars. Voilà, l'avantage là, c'est qu'on est sur la dernière phase de collecte. Donc ça, c'est pour notre second fonds effectivement de réemploi. Avec, alors on a évidemment une antériorité aussi, puisqu'on a lancé le FPCI Mot Emploi 1 l'année dernière. L'avantage sur tous nos fonds, c'est notre capacité à investir immédiatement et donc à aller effectivement chercher des rendements les plus élevés pour vos clients. Et c'est vrai que le vrai travail en tout cas, que l'on a, c'est d'avoir un deal flow toujours dense et important pour pouvoir investir rapidement. Et vous voyez sur ce fonds-là, on a fait une collecte au mois d'octobre. 2 mois après, on avait investi en totalité. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur nos fonds, on a des VL, des valeurs liquidatives qui sont positives tout de suite. Donc ça, c'est un vrai marqueur, en tout cas pour vos clients. On n'a pas d'effet de courbe en J qu'on pourrait avoir sur d'autres fonds. Donc ça, c'est vrai que on a on va dire on est plutôt content, en tout cas,
les investissements se font au fil de l'eau. Dès qu'on reçoit les souscriptions, on essaie d'investir le plus rapidement possible. Donc ça, c'est notre second fonds. Donc on a 2 fonds à la commercialisation. Un fonds, on va aller chercher du rendement, accessible à tous à partir de 5 000 euros. Un fonds dédié à l'emploi. Et ensuite, on a également créé une plateforme, Builder, plateforme d'investissement. C'est une plateforme du groupe où nous proposons à vos clients de pouvoir investir ici directement sur les projets. L'idée de la plateforme, c'est qu'en tant que conseiller, vous puissiez conseiller vos clients à investir directement sur la plateforme et nous vous rétrocédons effectivement et nous vous rémunérons sur le conseil fourni à vos clients. Donc ici sur la plateforme, vos clients vont directement investir sur le deal, le projet ciblé. Donc ici évidemment, on n'a pas la diversification du fonds. Quand vous investissez donc à partir de 5 000 euros sur un seul deal, vous pouvez investir sur des deals donc en obligation où vous allez avoir des objectifs de performance entre 7 à 10% par an sur des durées courtes de 12 à 36 mois. Donc ici concrètement sur Builder, vous avez un seul cycle. Contrairement au fonds, vous avez 2 cycles successifs. On a un rendement un petit peu plus élevé. Par contre, on a un risque qui est un petit peu plus élevé puisqu'on est sur un seul projet, quand sur le fonds, on est diversifié avec au moins 30 opérations sur le fonds. Et vous avez également la possibilité d'investir en actions pour répondre à des problématiques de régime Murphy, de réemploi, où ici, on va aller chercher des objectifs de performance un petit peu plus élevés. Donc, en synthèse, vous avez 2 fonds où on va aller chercher un portefeuille diversifié, mais on a aussi créé une solution, une plateforme d'investissement où on laisse la possibilité à vos clients d'investir directement, deal by deal, auprès dans la SAS, au niveau de l'opérateur, promoteur ou marchand de biens. Sachant que, rappelez-vous, on est uniquement sur de l'immobilier résidentiel, sauf cas particulier. Évidemment, on est en train de créer, en tout cas de réfléchir à de nouveaux produits, mais on aura l'occasion de vous en reparler d'ici la fin de l'année. Je vous invite donc, si vous avez des questions sur notre offre, vraiment à nous solliciter, à toute équipe commerciale pour qu'on puisse venir vous présenter notre gamme. Et sinon, de toute façon, vous nous retrouverez pour Patrimonia d'ici les prochaines semaines. Et maintenant, c'est le moment des questions-réponses. Alors, j'ai vu passer quelques questions, effectivement, notamment, alors du coup, comme je me suis déconnectée, je ne visualise plus. Alors, notamment sur la répartition, Annelise, il y avait la répartition entre marchands de biens et promotion. Oui. Donc là, aujourd'hui, on est plutôt à 80-20, c'est-à-dire qu'on est passé à 80% de produits marchands et 20% de promotion immobilière, compte tenu de la situation de l'immobilier résidentiel neuf. Qu'est-ce que j'ai pu noter aussi? Augmentation des taux. Alors, bon, ça, évidemment, on aimerait bien pouvoir augmenter les taux, mais la tendance, malheureusement, est pas forcément à ça, puisque la concurrence sur la proposition de produits, enfin d'apport en fonds propres alternatifs comme on peut le proposer, est quand même assez cadré par ce que peut proposer le marché d'une façon générale, c'est-à-dire des taux comme on pratique entre 8 et 10. Donc on essaye évidemment de pouvoir rester sur des taux importants, mais bon, il y a des réalités de marché aujourd'hui qui font que parfois, c'est des deal breakers, on va accepter de rester à 9 ou de passer à 8 alors qu'on voudrait potentiellement augmenter. Donc, on essaie de renforcer dans ces cas-là les conditions qu'on va mettre en fait à la mise à disposition des fonds de façon à finalement sécuriser la distribution des rendements à terme. Toutefois, je modulerais juste les opérations qu'on source nous et qu'on monte nous peuvent effectivement parfois permettre d'avoir des rendements supérieurs ou en tout cas de pouvoir standardiser du 10 quand le marché est plutôt à 9. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va essayer effectivement de faire dans les mois qui viennent. J'avais une question sur les audits des promoteurs. Donc les audits des promoteurs, bon, on essaye de récupérer autant que faire se peut les plans de trésorerie finalement, parce qu'en fait l'important c'est de comprendre ce que l'opérateur a en opération en cours qui couvre son fonctionnement,
et pas tant finalement les récupérations de marge ou qui servent en général à être réinvestis sur des nouveaux dossiers. Donc, ce qui nous importe, c'est de savoir si effectivement il y a toujours assez d'affaires en cours. Donc, ça demande un travail un peu fastidieux de rentrer dans les plans de trésorerie, pour savoir comment ils ont modélisé les démarrages d'affaires et la récupération des honoraires de gestion. Donc ça, il y a beaucoup de plateformes qui le font pas et nous, on essaye de le faire en fait quand on a des doutes, en tout cas sur la solidité financière ou quand déjà on est moyennement convaincu par le programme lui-même et qu'on a besoin de se rassurer sur la solidité de l'opérateur. On fait aussi beaucoup plus régulièrement des audits de notoriété des dirigeants. On va aussi sur les plateformes, donc notamment Hello Crowdfunding, qui permettent d'avoir accès à une grosse partie de la base de crowdfunding qui est en place, de façon à voir si l'opérateur nous a bien déclaré qu'il avait des endettements ailleurs avec des plateformes et qu'ils ne sont pas en retard. Voilà, on a aussi de la veille, nous, en direct, par d'autres biais, parce que certaines données ne sont pas toujours disponibles sur cette plateforme d'agglomérat, de data. Il y avait une question aussi sur la mise en place d'un fonds perpétuel avec distribution. Alors là, on peut peut-être vous en parler 2 minutes, parce que effectivement, la quatrième brique de M Capital Real Estate, c'est la constitution en fait d'un pôle asset management visant à acheter des actifs et à les détenir dans la durée, en embarquant donc de la stratégie value add a priori, et qui permettrait éventuellement de distribuer sur des délais plus longs. Donc, en tout cas, ce produit-là, il n'est pas encore commercialisable, mais il est à l'étude chez nous, notamment avec des thématiques d'investissement en co-living. Voilà ce que j'ai déjà noté, moi, sur la première partie de questions. Et après, j'ai répondu aux autres questions donc, directement en ligne. Alors, excusez-nous pour l'aléa technique entre les micros, la coupure Internet. J'espère en tout cas que voilà, on a répondu à vos questions. On vous remercie pour votre présence. On va quand même vous envoyer le replay par mail. Évidemment, on se tient à votre disposition, que ce soit moi ou les autres commerciaux, effectivement, au niveau de la France, si vous avez des questions pour notre offre. Et évidemment, on se tient aussi à votre disposition si vous avez des questions complémentaires par rapport à l'intervention de Stéphane Ferrand. En tout cas, merci à tous et on vous souhaite une excellente journée. Merci à tous.